qu'à les fourrer. Ne t'avais-je pas donné ordre? Oui, monsieur. Et je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme. Mais monsieur votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors. Malgré moi. Et j'ai couru risque d'être battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père amoureux? Oui. Et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble de cette nouvelle mamie. Oh, lui se mêler d'aimer. De quoi diable s'avise-t-il? Se moque-t-il du monde? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Oui, mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Pour lui donner moins de soupçons et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse t'a-t-on faite? Ah, ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. Il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on en est réduit à passer, comme vous, par les mains des fesses Mathieu. L'affaire ne se fera point? Oh, pardonnez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, au magissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous. Il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande? Oui. Mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez si vous avez dessein que les choses se fassent. T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, vraiment, ça ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. Et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. On ne veut point du tout dire son nom. Et l'on doit aujourd'hui la boucher avec vous dans une maison empruntée pour être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille. Mais je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende les choses faciles. Et principalement notre mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour vous être montrés. Avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes les sûretés et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras, on fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qu'il se pourra, et qui, pour cet effet, sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18? Parbleu, voilà qui est honnête, il n'y a pas lieu de se plaindre. Mais cela est vrai. Mais, comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre sur le pied du denier 5, il conviendra que le dit premier emprunteur paye cet intérêt sans préjudice du reste, attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Comment diable? Quel juif, quel arabe est cela? C'est plus qu'au denier 4. Il est vrai, c'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir là-dessus. Que veux-tu que je voie? J'ai besoin d'argent. Il faut bien que je consente à tout. Et c'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose? Et ce n'est plus qu'un petit article. Des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Que veut dire cela? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds, à bande de points de Hongrie, appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive, avec 6 chaises et la courte pointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffetas changeant, rouge et bleu. Plus un pavillon à queue d'une bonne serge d'aumal rose sèche avec le mollet et les franges de soie. Que veut-il que je fasse de cela? Attendez. Plus une tenture de tapisserie des amours de Gombeau et Massé. Plus une grande table de bois de noyer à 12 colonnes, en piliers tournés, qui se tire par les 2 bouts et garnie par le dessous de ses 6 escabelles. Qu'ai-je à faire? Mon bleu. Donnez-vous patience. Plus 3 gros mousquets, tout garnis de nacre de perles avec les 3 fourchettes assortissantes. Plus un fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients, fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller. J'enrage. Doucement. Plus un luth de Bologne, garni de toutes ses cordes, ou, peu s'en faut. Plus un trou madame et un damier, avec un jeu de loi renouvelé des Grecs, fort propre à passer le temps lorsqu'on n'a que faire. Plus une peau de lézard de 3 pieds et demi remplie de foin,
Curiosité agréable pour pendre au plancher d'une chambre. Le tout ci-dessus mentionné valant loyalement plus de 4500 livres et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Que la peste l'étouffe avec sa discrétion. Le traître, le bourreau qu'il est. A-t-on jamais entendu parler d'une usure semblable? Mais n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre pour 3000 livres les vieux rogatons qu'il ramasse? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela. Cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut. Car il est en état de me faire tout accepter. Il me tient, le scélérat, le poignard sur la gorge. Ah, je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise. Dans le grand chemin, justement, que tenait Panurge pour se ruiner, prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que je fasse? Voilà. Les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et l'on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilanie le plus posé homme du monde. Là, je n'ai pas, Dieu merci, les inclinations fort patibulaires, et parmi mes confrères que je vois se mêler de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle. Mais à vous dire vrai, il me donnerait, par ces procédés, des tentations de le voler. Et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire, que je le vois encore. Monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires le pressent d'en trouver et il en passera par tout ce que vous en prescrirez. Non mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y ait rien à péricliter? Et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Ah non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond. Et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous serez de toutes choses éclairci par lui-même. Et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche. Qu'il n'a plus de mère déjà. Et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. Ah, c'est quelque chose, cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend. Et que veut dire ceci, notre maître Simon, qui parle à votre père? Y aurait-on appris qui je suis? Serais-tu pour nous trahir? Oh! Ah, vous êtes bien pressé. Qui vous a dit que c'était séant? Ah, ce n'est pas moi, monsieur, au moins qu'il aurait découvert votre nom et votre logis. Mais, à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes. Vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Comment? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment? Pandare, c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? Comment? Mon père, c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions. C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables. C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles. Oses-tu bien, après ça, paraître devant moi? Osez-vous bien après cela vous présenter aux yeux du monde? N'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là? De te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation des biens que tes parents t'ont amassés avec tant de sueur. Ne rougissez-vous pas de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventé les plus célèbres usuriers. Ôte-toi de mes yeux, coquin, ôte-toi de mes yeux. Qui est plus criminel, à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin
ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, tu dis! Il ne sauve pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure. Mais ce m'est un avis de tenir l'œil, plus que jamais, sur toutes ses actions. Monsieur! Et attendez, un moment, je vais revenir vous parler. C'est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. Eh, mais c'est toi, mon pauvre La Flèche. D'où vient cette rencontre? C'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs, m'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens, profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans le monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui? À ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose, et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet, tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est, de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole et de l'amitié, tant qu'il vous plaira, mais de l'argent, point d'affaire. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le bonjour ». Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus. Mais d'une turquerie à désespérer tout le monde, et l'on pourrait crever qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu, et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel. C'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles. Et il revient, je me retire. Eh bien, qu'est-ce, Frosine? Oh! Mon Dieu, que vous vous portez bien. Et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous viens ainsi frais et si gaillard. Tout de bon? Comment vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes? Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Et cependant, Frosine, j'en ai 60. Bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela? 60 ans, voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. C'est vrai. Mais 20 années de moins, pourtant. Ça me ferait point de mal, que je crois. Comment vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes d'une pâte à vivre jusque à 100 ans. Tu le crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Ah, que voilà bien, là, entre vos deux yeux. Un signe de longue vie. Tu te connais à ça? Sans doute. Montrez-moi votre main. Oh mon Dieu, quelle ligne de vie. Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là?
Oui, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma foi, je disais 100 ans. Vous passerez les 6-20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre. Et vos enfants. Et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Me voit-on mêler de rien dont je ne viens à bout, et surtout pour les mariages, un talent merveilleux. Il n'y a point de parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait sans doute pas de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. J'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne. À la voir passer dans la rue. Et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assiste à ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine. Il me l'a confié pour cela. Vous êtes obligé, Frosine, de donner ce soir à souper au seigneur Anselme, mais je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison, elle doit après le dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Oh, 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 oh. Oh, Non, mais... Frosine, as-tu entretenu la mère, hein, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? As-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort? Qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci, car encore n'épouseront point une fille sans qu'elle apporte quelque chose. Comment, mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente. Oui. Premièrement, elle est nourrie, élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée avec de salade, de lait de fromage, pommes. Et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondé perpétuel, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas si peu de choses qu'il nous monte bien tous les ans. À 3 000 francs pour le mois. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple. Elle n'aime pas les superbes habits, ni les riches bijoux, les meubles somptueux, ou je ne sais pareil, avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. J'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et de 40 20 000 francs cette année. Mais n'en prenant que le quart. 5 000 francs au jeu par an. Et 4 000 francs en habits et bijoux. Cela fait 9 000 livres. Et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture. De voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs? Faut bien compter. Oui, ça n'est pas mal. Oui. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Il faut bien que je touche quelque chose. Oh, mon Dieu! Vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître. Faudra voir ça. Non mais Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire, même que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Oh! Que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour les jeunes gens. Et n'a de l'amour que pour les vieillards.
Elle? Oui, oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme, et elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard. Avec une barbe majestueuse. Ah, les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis, n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage. Sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans. Et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Elle dit que ça n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Ça va encore plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, quelques estampes, mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris, des Apollons. Non, de beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchise sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, j'aurais point aimé les jeunes hommes. Moi, je le crois bien, voilà de belles drogues que des jeunes gens, pour les aimer, sont de beaux morveux, beaux godeliro pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Je n'y comprends point, je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle, fait trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sens des hommes que de jeunes blondins. Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours. Hein? Avec leur ton de poule l'été, leurs 3 petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leur perruque d'étoupe, leur autre chose, tout tombant, et leurs estomacs débranlés. Cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment mais vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut, qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai pas de grande, Dieu merci, il n'y a que ma fluxion qui me prend, de temps en temps. Ça n'est rien, votre fluxion ne vous sied point mal. Vous avez grâce à tousser. Non mais Fausine, dis-moi, Marianne ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Mais tu as bien fait. Bon. Et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Que vous lui plairez, mais que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haute chose, attachée au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous, hein. Et un amant aiguilletté sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire ça. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds. Et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous.
La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Fonsine. Et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je vous en serai éternellement obligé. Adieu. Oh, je vais achever mes dépêches. Je vous assure que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand Je besoin. mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai pas si je ne m'y voyais forcé par la Mais j'aurai nécessité. soin qu'on soupe de bonne heure pour ne vous point faire malade. Vous ne sauriez croire, monsieur le... Je m'en vais. plaisir. Ah ben voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain, à tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques, mais il ne faut pas pourtant quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense.